Bon matin tout le monde. Ce matin, on passe un petit 45 minutes environ peut-être sur le chapitre 3. Sur la fin du chapitre 3, pardon, on a déjà vu les sections jusqu'à 3.8 ensemble, la section 3.11 aussi dans le chapitre 3. Juste avant qu'on se laisse là, pour la formation à distance. Les deux petites sections qui nous restent à voir, c'est les sections 3.9 et 3.10 qui nous parlent des sels peu solubles, des produits de solubilité, ainsi que du concept de précipitation. C'est un concept qu'on avait brièvement abordé en chimie générale. La session passée, pour la plupart d'entre vous, vers la fin de la session, on avait fait un laboratoire sur les analyses d'ions. Ce laboratoire-là, on faisait un mélange de plusieurs sels différents. Puis on devait trouver quel sel précipitait. Puis là, vous aviez des inconnus à identifier. Je ne sais pas si ça vous rappelle un petit peu quelque chose, ce laboratoire-là. C'était pas mal notre dernier labo là, de chimie générale qu'on a fait ensemble. Cette session, pour le cours de chimie des solutions, on aborde la solubilité d'une façon un petit peu plus mathématique. On reste encore dans les problèmes d'équilibre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a de cela pré-COVID, quand on était en live, puis qu'on pouvait on pouvait se voir et avoir de la chaleur humaine avec des contacts sociaux. Je vous avais dit, là, pas longtemps après que je sois arrivé en début de session, je vous avais dit, vous allez voir, à partir de la semaine comme 5-6, là, on fait des équilibres jusqu'à la fin de la session. Ben oui, on est rendu à la fin de la session. Puis dans le dernier cours, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer de faire des équilibres. Donc, je vous mentais pas quand je vous disais qu'on c'est ça qu'on allait faire jusqu'à la fin de la session. J'étais 100% sérieux. Fait qu'on termine aujourd'hui avec notre dernière petite partie d'équilibre sur les KPS et précipitation. Ce qu'on avait vu la session passée, pour faire un petit rappel là, pour ceux qui s'en souviennent peut-être un petit peu moins bien, ou que ça fait déjà, ou que c'est pas la session passée que vous avez fait votre cours de chimie générale, ce qu'on avait vu, c'est qu'on divisait les sels en deux grandes catégories. On avait les sels qu'on considérait, eux, comme étant des sels solubles ou qu'on disait très solubles. Puis on avait une catégorie qu'on disait insoluble, carrément, ou peu soluble. Okay? Nous, on va se concentrer pas mal aujourd'hui sur ceux qui sont peu solubles. Puis quand on dit peu soluble, vous allez voir, ça semble pas très clair, mais on parle de souvent quelques milligrammes par litre de solution. Okay? Donc, vraiment des très petites quantités. Si on compare avec des sels très solubles, comme, mettons, NaCl, le sel de table, qui est un standard, ben, le NaCl se dissout par litre d'eau pure. On peut mettre environ 360 grammes de NaCl. Laissez ça chez vous. Un litre d'eau, c'est pas tant d'eau que ça, là. Okay? Prenez un litre de lait, là, le petit carton classique, remplissez ça d'eau, vous pourriez mettre 360 grammes de NaCl. Prenez une gorgée de ça, après pour le fun, vous allez voir que c'est salé en tabarouette. Les sels peu solubles, on parle plus de centaines de grammes, on parle de quelques milligrammes, puis des fois on est plus petit que ça, même dans les nanogrammes, dans les picogrammes. C'est vraiment des masses qui sont très, très petites qui vont être en mesure d'aller se dissoudre. Donc, nous, c'est vraiment sur les peu solubles qu'on va se concentrer aujourd'hui. Ce tableau-là, vous l'avez dans votre c'est le tableau qu'on avait utilisé dans le cours de chimie générale. Ce n'est pas un tableau qu'on a nécessairement besoin. Ce tableau-là, c'est un petit peu un aide-mémoire qu'on avait utilisé pour être capable de revoir, bon, c'est lesquels qui sont solubles, lesquels qui sont peu solubles. Mais nous, on va voir qu'on a une façon beaucoup plus rapide d'aller identifier si c'est soluble ou non. So far, so good. Est-ce qu'on s'en rappelle un petit peu de ce qu'on avait parlé par rapport à ça dans le cours de chimie générale? C'est quand même la fin de la session, là. Environ. Environ. Comme, je me rappelle qu'il y avait un tableau qu'on devait l'utiliser, mais comme... Ça se limite pas mal à ça, là. C'est vraiment pas... tu sais, la matière qu'on avait vue, nous, on avait parlé des équations ioniques nettes. C'est vraiment pas cet axe-là qu'on va aborder. Fait que, tu sais, c'est pas grave là, si on s'en souvient pas trop. Inquiétez-vous vraiment pas avec ça. Donc, nous, on va traiter, comme je dis, les sels qui sont peu solubles et les sels qui sont très, très peu solubles, on va les considérer comme étant une solution qu'on peut traiter comme un équilibre.
OK? Là, je trouve que mon pointeur est comme un petit peu petit. J'aimerais ça le grossir un peu. Non, ça, c'est comme plus souligné. J'aimerais ça avoir un plus gros pointeur. Ah, OK, bon. Le blanc. Le blanc. Non, encore plus gros que ça. Encore plus gros que ça. Et voilà, bon, ça a plus d'allure, ça. Donc, ce que je vous disais, c'est que les sels peu solubles, on peut les considérer comme un problème d'équilibre. Okay? La logique derrière ça, c'est que, étant donné qu'ils sont peu solubles, dès que je mets un petit peu de sel, un petit peu du sel solide dans mon eau, par exemple, ben, je vais tout de suite atteindre le point où est-ce que j'ai ma solubilité maximale, le point où est-ce que je suis à saturation. Okay? Ce qui veut dire que je vais avoir un petit peu d'ions qui vont être dissous, donc je vais avoir un petit peu d'ions qui vont être présents sous forme aqueuse. Okay? Mais je vais aussi avoir encore du sel qui est présent sous forme solide parce que j'ai atteint son maximum de solubilité. J'ai atteint l'état de dissolution maximale très, très rapidement. Okay? Donc, s'il me reste du solide qui est présent, puis il me reste des ions qui sont présents, bon, mais la réaction peut aller d'un bord comme elle peut aller de l'autre. Okay? Ce qui veut dire que je suis en état d'équilibre à ce moment-là. Okay? C'est pour ça qu'on va traiter ces sels peu solubles-là comme étant des réactions à l'équilibre. Puis qui dit réaction à l'équilibre dit toutes nos autres concepts, nos autres logiques, nos autres calculs qu'on est en mesure de faire avec ça. C'est pour ça qu'on voit ça un petit peu à la fin là, de la section 4 et 5, si on veut, c'est ça fait déjà un bon mois et demi là, qu'on fait juste parler d'équilibre. Ben, voir la fin du chapitre 3 suite à ça, ça se passe très, très bien. Donc, qui dit équilibre dit constante d'équilibre, donc qui dit un grand K. Cette constante-là a une signification spéciale, on l'appelle KPS. PS, c'est pour produit de solubilité. Parce que si on regarde comment est-ce qu'on exprime cette constante-là, ben, c'est carrément la multiplication de nos deux concentrations. Okay? Étant donné que notre réactif est solide, ben, on ne le considère pas dans notre constante d'équilibre. On va juste regarder c'est quoi nos aqueux et c'est quoi nos gazeux. Si on a deux aqueux, on a nos deux ions qui sont présents. Fait que c'est uniquement ces deux-là qu'on va venir considérer dans notre calcul de constante d'équilibre. Donc, on multiplie nos deux concentrations ensemble, nos deux solubilités ensemble, d'où le nom constante de produit de solubilité. OK? Fait que c'est peut-être notre calcul de constante le plus simple jusqu'à maintenant. On n'a pas de division, c'est vraiment juste une concentration fois concentration. Merci, bonsoir. Chose à ne pas oublier, ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas de coefficient stoichiométrique dans nos acides et nos bases. On va en avoir dans ces sections-là. Okay? Donc, si j'ai Ca2 plus 2F-, ben, ce coefficient de 2-là, on doit le retrouver comme exposant dans l'expression de notre constante d'équilibre. C'est bien important. Okay? On avait parlé beaucoup au chapitre 3 de cette importance-là, mais dans le chapitre 4, là, on avait laissé ça un petit peu de côté parce que c'était des coefficients de 1 qu'on avait pratiquement tout le temps. Ces valeurs-là de constantes, on peut les retrouver dans votre manuel suite à nos constantes d'acidité, de basicité, là, donc à la page 369 jusqu'à 371, vous avez ces listes de constantes-là. Donc, notre manuel, on va pouvoir l'utiliser pour évaluer si c'est un sel qui est peu soluble ou non. Okay? Au lieu d'aller revoir notre tableau et de dire, bon, j'ai du Na avec tel autre sel, si tu peu soluble, si tu es très soluble, ben, si on veut évaluer si un sel est peu soluble, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller voir notre manuel. Si j'ai un sel qui fait partie de ma liste puis qui a une constante de produit de solubilité, ben, ça va nécessairement être un sel peu soluble. Si j'ai un sel qui ne fait pas partie de cette liste-là, bon, ben, ça veut dire qu'il va être très soluble. Okay? Donc, dans notre liste, là, tout ce qu'on va trouver ici, ce sont les sels peu solubles. Ça, c'est bien important. Okay? Donc, tantôt, par exemple, on va faire des problèmes de précipitation. Est-ce qu'on va se demander, on va mélanger deux sels ensemble, on va se demander est-ce qu'il y a un sel qui est formé qui pourrait être peu soluble? Bon, bien, allez ressortir votre manuel, assurez-vous d'avoir votre table pas loin, puis on peut aller évaluer si c'est un peu soluble qui est là, oui ou non. OK? Est-ce que j'ai des questions jusqu'à maintenant? Vous m'arrêtez, si un petit quelque chose, hein? N'hésitez pas.
Sinon, je continue. Pour ce qui est de la solubilité, petit rappel avec ce qu'on s'est dit en début de session, la solubilité d'un composé, on exprime ça comme étant la quantité maximale qu'un composé qu'on peut dissoudre dans une certaine quantité d'eau. Okay? Bon, dépendant de si on parle de la solubilité d'un gaz ou de la solubilité d'un solide, on peut utiliser différentes unités. Par exemple, les solubilités de gaz, on parlait en milligrammes par 100 millilitres d'eau. Il y a plein d'unités qu'on peut aller exprimer. Nous, généralement, on va parler de solubilité en mol par litre. Okay? Cette solubilité-là, on l'appelle plus spécifiquement la solubilité molaire. Okay? Attention, avec un beau petit point d'interrogation, un beau petit point d'exclamation, le KPS, ça n'égale pas la solubilité. Okay? La solubilité, c'est vraiment la valeur en mol par litre, la concentration qu'on retrouve, qu'on peut avoir au maximum dans une certaine quantité d'eau. Okay, mol de notre composé par litre d'eau. Tandis que le KPS, c'est une constante de produit de solubilité. Donc, on multiplie nos solubilités pour avoir notre constant d'équilibre. Mais la constante, ça n'égale pas la solubilité. Okay? Ceci dit, si on connaît on va être en mesure d'aller trouver la solubilité sans trop de problèmes. Puis à l'inverse, si on connaît la solubilité, on va être en mesure d'aller trouver la constante. Okay? Donc, on va pouvoir passer de un à l'autre assez facilement, mais les deux ne s'égalent pas. Si je vous donne une valeur de constante, si je vous demande de c'est quoi la solubilité d'un composé, mais on ne peut pas juste aller voir dans le manuel puis aller trouver la valeur du KPS. Ce n'est pas la même chose. KPS, ça n'égale pas la solubilité. Un premier petit exercice pour aller voir comment est-ce qu'on peut relier la solubilité à la valeur du KPS. Vous allez voir que avec les problèmes d'équilibre qu'on a fait un petit peu plus complexes dans les dernières semaines, avec des ions communs, avec des titrages, puis après ça, on transforme en concentration, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus facile. Pour la simple et bonne raison que notre équation est assez directe. On a un solide, puis on a deux aqueux. Le solide, lui, on le laisse faire. On n'en tient pas compte. Là. Okay? Fait que dans notre problème d'équilibre, on a tout simplement deux produits. On va avoir deux colonnes à tenir compte. That's it. Merci, bonsoir. Trouver la solubilité de l'eau dans l'eau du AgCl à l'aide de son KPS. Donc là, moi, je vous ai déjà mis le KPS que vous pourriez trouver dans votre manuel. Peut-être qu'à l'examen final, on va être gentil de même. Peut-être qu'on ne sera pas gentil de même. Ceci dit, vous n'avez aucune raison de ne pas être prêt là, en ayant un petit post-it à ces pages-là. Vos constantes d'acidité, de basicité, vos constantes d'équilibre, c'est une grosse partie de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Assurez-vous d'avoir un petit post-it pour être prêt à aller consulter ces pages-là au besoin. Si on démarre notre problème d'équilibre pour trouver notre solubilité, on a tout simplement besoin d'aller compléter le tableau IRE. On a des coefficients de 1 partout dans ce cas-ci, parce que AgCl, c'est AG+, puis Cl-, c'est du 1 pour 1. Initialement, on a des concentrations de 0. Okay? Dans le fond, quand je mets au départ, avant de mettre du AgCl dans ma solution, dans mon eau, il n'y en a pas dedans. Okay? J'ai carrément, on s'imagine, un bécher rempli d'eau, puis là, je dépose un petit peu de mon sel dedans, that's it. Donc, j'ai des concentrations de 0. À la fin du chapitre 3, votre manuel utilise une notation un petit peu différente dans ces tableaux-là. Au lieu de mettre des plus X et des moins X, il met des plus S et des moins S. Okay? Le S va faire office de solubilité. Okay? C'est la même logique, c'est juste qu'on change de variable parce qu'on comprend que ce qu'on va trouver ici, la valeur de S, ça va être notre solubilité directement. Donc, si on vient continuer notre tableau d'équilibre, j'ai commencé avec 0, j'ai ajouté plus S, fait qu'à la fin, j'ai S, ce qui veut dire que si je viens exprimer mon équation en fonction de ma constante de produit de solubilité, c'est la concentration d'Ag+, fois la concentration de Cl-, ce qui nous donne notre valeur de 1,67 fois Cl-10, ce qui veut dire que ça me donne un beau gros S au carré. Je viens faire ma racine carrée d'un bord et de l'autre, puis ça me donne tout simplement ma valeur de solubilité directement, c'est-à-dire une valeur de 1,33 fois 10 à la moins 5. C'est tout. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien d'autre, c'est vraiment juste ça.
bon, évidemment, c'est un premier problème. C'est peut-être le cas le plus facile qu'on pourrait vous demander, ça, trouver la solubilité de un sel d'acide dans l'eau, mais c'est quand même juste pour s'introduire en matière. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ces petits calculs-là? En théorie, les calculs de KPS, c'est quelque chose que vous avez fait quand même en masse en secondaire 5. Là. Je dis en théorie parce que des fois, ça dépend de vos profs. Mais est-ce que ça vous rappelle un petit quelque chose, ça? Silence radio, est-ce que vos micros sont tous dead? En levant la main, là, combien en ce moment qui sont couchés dans leur lit? Les yeux semi-ouverts. C'est correct. C'est correct. Bon, écoute, si vous voulez pas répondre, moi je vais juste continuer en gang, ça me dérange pas. Donc, oui, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, mais je prends quand même le temps de refaire ces petits problèmes-là avec vous, là, juste pour qu'on être certain que tout le monde est vraiment au même endroit à ce moment-là. Passons à la prochaine relation. Donc, moi, ce que je vous ai dit, c'est que si on a le KPS sur la solubilité, c'est facile de transformer un en l'autre. Là, on vient de voir comment est-ce que je trouve la solubilité à partir du KPS. Mais à l'inverse, si je connais ma solubilité, je pourrais aller trouver mon KPS. La logique va rester la même. On va dire, bon, ben, j'ai ma solution, mon équation de solution, Ag2SO4. C'est à l'équilibre avec 2Ag+, plus SO4. Donc là, il faut faire attention. On a un premier exemple où est-ce qu'on a un petit coefficient de 2 ici. Donc, dans mon sel, initialement, j'ai Ag2. Donc, du côté de mes ions, ben, je vais avoir 2 Ag+. OK? Donc, ce n'est pas Ag2 qui va apparaître du côté produit, c'est 2 Ag+, qui vont être là. J'ai 2 fois l'ion Ag plus 1. Et j'ai une fois l'ion SO4 2-, mon ion sulfate. Pour ce qui est de mon tableau, la logique reste la même. Je vais avoir un petit 2 puis un petit 1 pour mes coefficients. Initialement, je n'ai rien quand on va faire mon mélange. Pour ce qui est de ce qui réagit, c'est là qu'il faut faire attention. On a un petit plus 2 qui va être présent, plus 2S et plus S. Ce qui veut dire qu'au final, je vais avoir mon 2S et mon S. Lorsque vient le temps d'exprimer le tout avec mon KPS, ben, je me retrouve à avoir KPS qui est égal à 4S cube. OK? Ce qu'on est habitué de faire jusqu'à maintenant, c'est on connaît le KPS, puis on vient isoler notre S pour trouver la valeur de la solubilité ou la valeur de notre X qu'on cherche. Là, ici, c'est l'inverse. Moi, je vous ai déjà donné votre valeur de solubilité dans le problème. On sait que notre valeur de solubilité, c'est 1,2 fois 10 à la moins 5. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller remplacer cette valeur-là dans notre 4S3 pour être capable de trouver c'est quoi notre valeur de KPS. Dans ce cas-ci, ma valeur de S, c'est 1,2 fois 10 à la moins 5. Donc, pour trouver mon KPS, ben, j'ai tout simplement besoin d'aller remplacer ça. Donc, 4 fois 1,2 fois 10 à la moins 5, le tout au cube, ça me donne un valeur de KPS de 6,9 fois 10 à la moins 5. Juste pour vous donner une petite idée, là, si on venait faire le calcul, 10 à la moins 5 moles par litre, si je multiplie ça par la masse molaire de Ag2SO4, ben, ça veut dire que c'est quelques milligrammes qui seraient solubles dans 1 litre d'eau. Si on s'imagine au labo, là, puis je veux peser quelques milligrammes, sur ma spatule, là, je vais avoir comme un petit grain de sel, 2 petits grains de sel, je vais déposer ça, puis merci, bonsoir, j'ai ma masse totale que je peux dissoudre. Okay? Donc, c'est vraiment quand on parle de peu solubles, c'est vraiment des très, très petites masses, là, généralement, qu'on va parler. Je vous demande encore si vous avez des questions. Pourquoi x4? Si on regarde dans notre équation de KPS qu'on est arrivé, là, on a 4 fois S au cube. Fait que notre 4, c'est le 4 qu'on a ici. Le x4 est apparu parce qu'on avait 2S au carré. Mais 2S au carré, le au carré s'applique autant au 2 qu'au S. Fait qu'on se retrouve à avoir 4S carré fois S, ce qui nous donne 4S cube. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Brian. Oui. Je voulais demander pourquoi il n'y a pas un carré sur le Ag+.
au En début. effet, il devrait avoir un carré sur le AG+. Et ben c'est là, c'est comme, mais comme on a fait le carré, mais on l'a pas écrit, donc je suis comme, est-ce qu'il me manque quelque Non, non, chose? c'est une super bonne observation. Là. C'est Le 2 qu'on a ici doit apparaître dans notre valeur KPS. Là. Je ça, parce l'ai que mis, je l'ai appliqué sur le S, mais je ne l'ai pas mis dans notre constration. C'est un bon point. c'est bon. Merci. Fait que, vous voyez, ça démontre bien que c'est vraiment le genre de chose qui est facile à oublier, surtout que ça fait un mois et demi là, qu'on n'a à peu près pas touché à nos coefficients parce que dans les acides des bases, on est à 1 partout. Fait que ça demande quand même de reprendre un petit peu ces réflexes-là pour pas les oublier comme votre prof vient de faire. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions concernant ce deuxième exemple-là? All right, on va continuer de bord. Effet d'ion commun. Oh boy, il faudrait peut-être que j'enlève ça. Hein? Effet d'ion commun. On a vu le concept d'ion commun pas mal dans le chapitre 4 avec les acides et les bases. On en a parlé aussi dans le chapitre 5 quand on se retrouvait en situation de solution tampon. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça s'applique aussi de la même façon pour nos problèmes à nous. C'est-à-dire que ça se peut qu'initialement, on ait une certaine quantité d'ions. Donc, moi, ce que je vous disais depuis tantôt, c'est si je mélange mon sel dans de l'eau, j'ai rien. Mais si je mélange mon sel avec quelque chose d'autre au début, j'ai une certaine quantité d'ions qui pourrait déjà être présent. Okay? Donc, initialement, tout dépendant de ce que le problème me donne, ça se pourrait que j'ai un sel ou que j'ai plusieurs sels, plusieurs ions qui soient présents. Okay? Et je vais devoir en tenir compte dans mon petit tableau IRE. Troisième exemple, quelle est la solubilité du AgBr dans une solution contenant 0,1 mol par litre de Br-. Donc là, j'ai déjà une certaine quantité de Br- qui est présente. Donc, je vais devoir en tenir compte quand je vais faire mon équilibre. Donc, je vous laisse, on a notre équation de dissociation, je vous laisse faire ce problème-là. Je vous laisse quelques minutes pour aller regarder qu'est-ce qui va se passer. Même logique qu'on a vu auparavant, c'est juste que là, on a une certaine quantité initiale de Br-. On se reparle dans quelques minutes pour voir où on est rendu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Puis quand vous avez terminé, vous pensez avoir terminé, faites juste mettre un petit crochet vert pour m'indiquer. Puis quand on va avoir une majorité là, de petits crochets, on va procéder. Ah, je suis pas grave.
On va continuer. Ça semble assez avancé dans la majorité du groupe. Donc, ce que ça vient changer, le fait qu'on ait la petite phrase là, la partie phrase contenant 0.1 mol par litre, c'est tout simplement que initialement, dans notre colonne BR-, on va avoir une certaine quantité qui va être présente. Okay? Une fois qu'on a cette quantité-là, bon, mais le reste, ça devient assez standard, plus S de ce côté-là. Petit rappel, pourquoi est-ce que c'est plus déjà ce qu'on met ici? Pourquoi ce serait pas moins? Pourquoi est-ce qu'on met plus? Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre à cela? Parce que c'est pas, ça pas donne 0 vers l'autre côté. Si on a un 0 d'un côté, c'est sûr et certain que c'est plus de ce côté-là. Okay? Parce qu'on ne peut pas avoir 0 moins quelque chose. Donc, dès qu'on a un 0, c'est sûr et certain que le plus va se retrouver de ce côté-là. Donc, par la suite, on se retrouve avec S.1 plus S et la suite du problème qui est assez standard. La seule petite différence ici, c'est qu'on se retrouve avec une équation du second degré. Donc, on doit aller résoudre le tout avec notre fameuse formule quadratique, avec notre calculatrice, ou en allant sur un site web où est-ce qu'on peut rentrer le A, B, C pour avoir nos valeurs de X. Donc là, on se retrouve avec nos deux valeurs de S. On a une première valeur négative. On se rappelle que dans un contexte réel, comme dans un expérience de chimie, bien, la valeur négative de X ou de S, ce n'est pas possible. Donc, on va négliger celle-là, puis on va prendre une valeur de S2 qui est 5,35 fois 10 à la moins 5. Donc, ça, ce serait notre valeur de solubilité qui serait notre réponse pour la solubilité du AGBR dans une solution contenant 0,1 mol par litre. Okay? Donc, ça serait vraiment ça fait vraiment une très, très grosse différence le fait qu'on ait déjà un ion. Si, par exemple, on essaie de calculer rapidement la solubilité dans de l'eau tout court, si je vous fais ça en quelques petits instants, on arriverait à fois 10 à la moins 13. Donc, la solubilité dans de l'eau tout court du AGBR, c'est 7,31 fois 10 à la moins 7. Et là, le fait d'avoir un 0,1 mol par litre de BR-, ça nous amène à fois 10 à la moins 12. Donc, on a une différence là, de 10 à la 5 qu'on est donc, fait 100 000 fois moins soluble, pardon, que si on était dans l'eau pure. Donc, c'est vraiment le phénomène d'ion commun est vraiment très, très important. Puis, il vient vraiment changer drastiquement la solubilité pour les sels peu solubles. Donc, est-ce qu'il y a des petites questions avant qu'on continue concernant ce problème-là, concernant une des lignes ou notre réponse ou autre chose? Si je n'ai pas la petite main levée, si je n'ai pas le petit message, si vous n'ouvrez pas votre micro, moi, je continue. Donc, la précipitation. Ce qu'on avait évalué, nous, dans le cours de chimie générale, c'était tout simplement, bon, est-ce que ça va former un précipité, oui ou non? Là, on serait en mesure d'aller faire un petit peu plus de calcul avec ça. Donc, aller regarder si oui ou non ça va précipiter. Et si ça précipite, bon, ben, quelle masse qui précipiterait, par exemple? On va aller regarder comment est-ce qu'on peut traiter ces problèmes-là. On va regarder ça pas mal dans le même angle qu'on faisait en chimie générale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si je mélange deux solutions? Qu'est-ce qui se passe si je mélange deux solutions avec deux sels? Okay? Je me ramasse avec plein d'ions en solution, mais avec tous ces ions-là, ça se peut qu'à ce moment-là, j'ai un sel peu soluble qui apparaisse, okay? Donc qui soit en mesure de précipiter. Un petit peu comme on faisait, carrément comme on faisait en chimie générale. On mélangeait tout plein de sels, puis on regardait après ça dans nos petits vials. Qu'est-ce qui apparaissait, pas dans nos vials, dans nos éprouvettes, pardon, qu'est-ce qui précipitait. Bien, nous, on va considérer ces problèmes-là encore comme des problèmes d'équilibre pour être en mesure de l'évaluer si oui ou non il y a précipitation. La façon qu'on va traiter ça, c'est qu'on va devoir aller regarder nos ions qui sont présents. Okay? Puis dans nos ions qui sont présents, on va devoir aller évaluer si j'ai des sels qui pourraient apparaître. Par exemple,
mettons que je viens mélanger du NaCl avec du AgNO3. Okay? Ça, c'est deux sels qui sont très solubles. Si je vais voir dans mon manuel à la page 361-363, ben, je ne trouve pas de constante pour le NaCl, je ne trouve pas de constante pour le AgNO3. Si je ne trouve pas de constante, ça signifie que c'est des sels qui sont très solubles. Lorsque je mets ces deux sels-là en solution, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai tout plein d'ions qui apparaissent. J'ai l'ion Na+, j'ai l'ion Ag+, j'ai aussi l'ion Cl- et j'ai l'ion NO3-. Et là, ce qu'on peut aller faire, c'est aller regarder, bon, mais c'est quoi les sels qui pourraient apparaître dans un genre de petit tableau là, croisé pour nous dire, oh boy, cette dernière ligne-là n'est pas full belle, pour nous dire qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme sel possible. Bon, mais si je mélange Na avec Cl-, ben, ça nous donne notre NaCl-. Ça, c'est très soluble, donc lui, on s'en fout. Si je mélange Ag avec NO3-, ça nous donne notre sel de départ, AgNO3, donc ça non plus, c'est très soluble. Si je mélange Na avec NO3, je pourrais aller voir dans mon manuel. Est-ce que celui-là ici, le AgNO3, c'est un sel qui est très soluble ou peu soluble? Je ne le trouverai pas dans mon manuel. Si je ne le trouve pas, ça veut dire qu'il est très soluble, donc on l'oublie. Il nous reste juste AgCl. AgCl, bon, là, on l'a utilisé précédemment, fait qu'on le sait qu'il y a un KPS, mais je pourrais aller vérifier si c'est un autre sel dans mon manuel. Est-ce qu'il serait présent dans mon manuel? Je le trouverais avec sa constante de produit de solubilité. Ce qui veut donc dire que j'ai une possibilité d'avoir un précipité. J'ai un sel qui est peu soluble, donc qui pourrait peut-être précipiter. OK? Ça veut aussi dire que je vais avoir à la fois l'ion Ag+, qui va être présent initialement, puis je vais aussi avoir l'ion Cl- qui va être présent initialement. Si j'ai tous mes éléments si j'ai tous mes ions qui sont présents initialement, ben, je ne peux pas du premier coup d'œil savoir de quel côté l'équilibre va se déplacer. Je vais devoir aller ressortir mon calcul de quotient réactionnel. Dans ce cas-ci, c'est notre quotient avec le produit de solubilité, on va l'appeler QPS. On va devoir aller faire le calcul de quotient réactionnel pour aller vérifier dans quel sens l'équilibre va se déplacer, puis aller comparer notre quotient réactionnel à notre constante d'équilibre. Petit rappel. Oh oui, je m'en allais. Je peux-tu faire undo? Ah bon. Donc, si on s'imagine AGBR, par exemple, à la place de GCL, ce qu'on vient de se parler, bon, ben, dans ce cas-ci, ces problèmes-là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ben, j'aurais initialement à la fois du AG et à la fois du BR. Donc là, j'ai aucun des deux côtés, j'ai un 0 là. Okay? Je ne peux pas aller dire ça va aller vers la gauche, ça va aller vers la droite au premier coup d'œil. Je vais devoir aller calculer mon QPS pour être en mesure de dire de quel côté ça va. Donc, petit rappel, nos trois possibilités quand on compare le quotient réactionnel à la constante d'équilibre, donc soit que je suis plus petit, soit que je suis plus grand, ou soit que c'est égal. Okay? Lorsque mon quotient est plus petit, est-ce que j'ai quelqu'un qui a une question? Ça, j'avais levé ma main, mais j'ai comme compris la question. OK, bon, je m'excuse, je l'ai comme juste vu du coin de l'œil, mais il est disparu tout de suite. Fait que là, ça... Déborah vient de lever sa main. Ah, OK, vas-y, Déborah. Dans la page d'avant, vous avez dit que si on faisait le tableau, il y aurait déjà initialement 0,1 dans les deux cas. Ça, c'est un exemple. Si les sels que je mélangeais avaient une concentration de 0,1, les deux, là. Mm-hmm. Donc, leur ion aurait déjà une concentration de 0,1, c'est ça? Ouais. OK, merci. Si par exemple, si j'avais mélangé ici là, du AgNO3 à 0,1 avec par exemple du NaBr à 0,1, bon ben, j'aurais 0,1 d'Ag+, j'aurais 0,1 de NaBr, donc ce serait mes concentrations initiales. Là. Ça va carrément dépendre de qu'est-ce que le problème va nous dire. On va faire un exemple là, dans 2-3 minutes où est-ce vous allez avoir des concentrations initiales qui vont vous être données. Fait que c'est ça qu'il va falloir reporter là, dans la ligne initiale. OK. Donc, merci pour les questions, gang. C'est toujours plaisir. N'hésitez pas si vous en avez. Hein.
Donc, ce qu'on s'est dit, ce qu'on est en train de se dire, c'est que si le quotient réactionnel c'est plus petit que la constante, ça veut dire que la réaction va aller vers la droite. Dans le fond, si le quotient est plus petit, ben, ça veut dire que la partie qui va être, c'est la partie en bas de mon calcul qui va être trop élevée. La partie en bas de mon calcul, c'est vers les réactifs. Donc, si mon quotient est plus petit, ça veut dire que j'ai trop de réactifs, donc l'équilibre va se déplacer vers les produits. À l'inverse, si mon quotient est plus grand, ça veut dire que je vais avoir trop de produits, donc on va se déplacer vers les réactifs. Et si, en faisant mon calcul de quotient, je me rends compte que c'est égal à ma constante d'équilibre, ben, ça veut dire que à ces concentrations-là, je suis en fait en état d'équilibre. Donc, pas de déplacement de mon équilibre. Donc, en regardant les valeurs que j'ai initialement, bon, ben, c'est avec ces valeurs-là que je vais devoir aller calculer mon QPS. Là. OK? Je vais devoir tenir compte. C'est le même calcul qu'on faisait avant avec la constante d'équilibre. C'est juste qu'on prend nos valeurs initiales pour se demander, bon, ben, est-ce que mon QPS est plus petit, est-ce qu'il est plus grand ou est-ce qu'il est égal à ma constante d'équilibre? Oui, Brian. Oui, je me demandais, vous savez, des fois, les constantes d'équilibre, on divise par comme un nombre, mais comme pas dans les précipitations, mais comme dans d'autres situations, là, ça fait comme nanana sur quelque chose, mais comme qu'est-ce qu'on fait si on a une division par 0? Attention, on n'a pas ici, si je viens faire l'expression, par exemple, de mon QPS, ça serait tout simplement concentration de AG plus multiplié par concentration de BR moins. Il y a pas de. On ne divise pas par 0. Le fait que AGBR soit solide, on fait tout simplement, on ne le considère pas. OK? Dans le fond, c'est comme si j'avais divisé par 1 ici, là. OK, je comprends, mais je parlais de comme une situation où, mais une autre réaction où ça pourrait qu'on ait un réactif en bas, qu'est-ce qu'on fait? OK, mettons que j'avais un autre composé ici, peu importe, là, qui serait composé X, qui serait aqueux, là. Ouais. Mais si, initialement, il est à 0, est-ce que j'ai besoin de faire mon calcul de quotient réactionnel ici? Ah, OK, j'ai compris. Merci. C'est ça. Donc, pour reprendre l'explication, là, si j'ai la question de Brian était si j'ai une valeur initiale qui est à 0, ben mon QPS ne marche pas parce que je me retrouve à diviser par 0. Fait que là, c'est pas possible. On n'est pas dans un cours de maths, fait qu'on ne divise pas par 0 en chimie. Mais si j'ai un 0 ici, je n'ai pas besoin de passer par le calcul du QPS parce qu'on se dit depuis le début, c'est que dès que j'ai un côté qui est 0, ben c'est sûr que c'est de ce côté-là que je vais avoir mon plus. Okay? Donc, je n'ai pas besoin d'aller passer par mon QPS. Dans le cas qu'on a ici, où est-ce que j'ai mon AGBR qui est solide, ben, de ce côté-là, on l'oublie carrément. On fait comme s'il n'existait pas. C'est pas 0, c'est juste qu'on ne le considère pas. Donc, comme je vous disais, mon QPS, là, ça serait tout simplement égal à la concentration d'AG+, fois la concentration de BR-. Puis là, bon, mais je pourrais aller comparer ça avec le cas pour vérifier si je suis plus grand, plus petit ou égal. Si on vient se faire un premier problème, on mélange deux sels très solubles ensemble. Donc là, je suis gentil, je vous dis déjà qu'ils sont très solubles. Okay? Si je ne vous le dis pas, tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder les sels que vous avez et d'aller vérifier s'ils sont très solubles ou non. Maintenant, petit truc, si je mélange deux sels ensemble, ben, les deux sels que je vais mélanger vont être très solubles. Si je mélange deux pas solubles ensemble, le problème ne marche pas. T'sais, il faut que je mélange deux sels très solubles ensemble pour avoir mes 4 ions en solution, puis que là, il peut y avoir des mélanges qui se produisent. Là. Donc, on mélange deux sels très solubles ensemble afin d'avoir les concentrations suivantes en solution. Donc, on a deux composés ensemble. On a 0.150 de PbNO3,2 et puis on a 0.0350 de NaBr. Est-ce qu'un sel précipitera? Donc là, pour l'instant, je ne vous demande pas de calculer ce qui précipite, je veux juste qu'on aille vérifier si quelqu'un va précipiter. Donc, je vous laisse commencer ça. Vous savez vos deux composés. Vous avez le NaBr et le PbNO3,2. Allez vérifier si le mélange de ces deux sels-là nous donnerait un sel possiblement peu soluble. Et bon, je vous donne un indice, oui, il y en a un qui va apparaître. Maintenant, lequel? Et suite à ça,
aller vérifier si celle-là va précipiter, oui ou non. Je vous laisse encore quelques minutes pour travailler là-dessus et on se reparle quand je vois qu'une majorité de personnes ont mis leur petit crochet vert. N'hésitez pas s'il y a des questions, si vous n'êtes pas certain du sel qui apparaît ou autre chose, là, vous pouvez ouvrir votre micro et le demander ou m'écrire une petite question.
Guillaume, on n'entend pas. Pardon. Écoute, ça m'est parlé souvent. Donc, je vais juste prendre quelques petites secondes pour vérifier qu'on a bien débuté le problème. Là. Ça fait un petit bout de temps qu'on est à 5-6 personnes qui ont commencé. Donc, avant même de faire un calcul comme tel avec un tableau, là, on doit aller vérifier est-ce qu'il y a un sel qui pourrait précipiter dans le fond? Est-ce qu'il y a un sel peu soluble qui pourrait apparaître? Donc, une façon, moi, que je vous ai proposé, c'est d'y aller avec le genre de petit tableau croisé. Fait qu'on regarde les ions qu'on a. Dans PbNO3, on a l'ion Pb2+, puis l'ion NO3-. Dans NaBr, on a l'ion Na+, puis l'ion Br-. Donc, si d'un côté, on se fait nos ions qui sont positifs, on a Pb2+, et on a Na+, tandis qu'en haut, on se retrouve à avoir nos ions négatifs, c'est-à-dire NO3-, et comme deuxième ion, Br-. Ben, dans ce petit tableau-là, nos sels qui sont déjà très solubles, on peut tout simplement les évacuer. C'est sûr que c'est pas un PbNO3, on sait qu'il est très soluble, donc c'est pas lui qui va être notre sel possible. NaBr-, on sait qu'il est très soluble, c'est pas lui qui va être notre sel solide. Ce qui nous reste à aller voir, c'est les deux autres combinaisons. Donc ici, comme combinaison possible, on aurait NO3, NaNO3, Na2NO3, pardon, parce que, non, qu'est-ce que je dis là? C'est Na tout court, NaNO3, les deux, c'est -1 puis +1, puis on aurait PbBr2. Okay? Pourquoi Br2? Parce que Br est chargé seulement de -1, puis notre Pb est chargé de 2+. Il suffit d'aller voir dans notre manuel lequel des deux est dans notre table de constante de produit de solubilité. NaNO3, on ne le trouve pas. En effet, c'est un très soluble, donc on l'oublie. Ce qui veut dire qu'un autre composé qu'on va devoir considérer comme étant un peu soluble et qui a une possibilité de précipitation, ce serait le PbBr2. Et là, une fois qu'on a ça, là, on peut aller commencer notre problème comme tel. Donc, notre équation, c'est c'est non difficile à dire, ce mot-là, PbBr2 solide, qui est à l'équilibre avec Pb2+, et 2Br-. Okay? Puis le KPS qu'on trouve dans le manuel est de 4,67 fois 10 à la -6. Par la suite, on a notre tableau qu'on commande, donc coefficient de 1 pour 2, on a nos valeurs initiales qui sont présentes. Bon, mais pour aller calculer notre quotient réactionnel, il suffit d'aller remplacer nos valeurs initiales dans le calcul du quotient, ce qui nous donne une valeur de 1,84 fois 10 à la -7. Donc ça, c'est notre quotient. Ensuite, 4,67, ça, c'est notre constante. Ce qui veut donc dire que notre quotient est plus petit que la constante. Si le quotient est plus petit que la constante, ce que ça veut dire, c'est que la réaction évolue vers la droite. Ça veut dire qu'on a plus de réactifs que de produits. En fond, ça veut dire qu'on n'a pas assez de produits. Donc, la réaction va aller vers les produits. Dans notre cas à nous, le fait que la réaction aille vers les produits, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre un petit plus de ce côté-là. Si on met un petit plus, ça veut dire que la réaction ne précipitera pas. Ça veut dire que notre solide va devenir sous forme aqueuse. Okay? Donc, dans un contexte de précipitation, si K est plus petit, si notre quotient réactionnel, si le Q est plus petit que le K, ben, ça veut dire qu'il n'y aura pas de précipitation. Okay? Donc, n'égale pas précipitation. Est-ce qu'il y a des petites questions sur une des étapes qu'on vient de faire ensemble, soit pour le tableau au départ pour trouver c'est quoi notre sel possible ou une des autres? Oui, Farah. Ici, là, pour R, on a fait plus, mais on a 2 comme... Il n'y a aucun qui est 0, alors on ne peut pas avoir de plus ici, non? Oui, attention, ce qu'on s'est dit, quand on a un 0, c'est juste qu'on peut le trouver directement, on peut le trouver facilement que de ce côté-là, c'est plus. Mais si je n'ai pas de 0, ça ne veut pas dire que de ce côté-là, c'est nécessairement moins. Là, étant donné que je n'ai pas de 0, c'est pour ça que je fais mon calcul de quotient réactionnel, pour aller vérifier de quel côté j'aurai un plus, j'aurai un moins. Si j'avais trouvé un quotient qui serait plus grand que la constante,
Mais si mon quotient est plus grand que la constante, ça veut dire que la réaction évolue vers les réactifs. Puis là, si ma réaction évolue vers les réactifs, là, à ce moment-là, j'aurai un moins du côté des produits. C'est pour ça qu'on fait le calcul du quotient réactionnel. C'est pour aller vérifier si on met un plus ou un moins. Est-ce qu'il y aurait une autre question par rapport à ce qu'on vient de faire? On va donc se lancer dans un deuxième petit problème. Là, je l'ai monté un petit peu parce qu'on va avoir manqué de place sinon. On mélange deux sels très solubles ensemble afin d'avoir les concentrations suivantes. Donc, c'est le même sel qu'on vient de voir, mais j'ai changé un petit peu les concentrations. 0.0600 et 0.0158. Donc, première question que je vous pose, est-ce qu'un sel précipitera? Donc, vous avez vos concentrations, on peut le vérifier. Puis après ça, si oui, quelle masse précipitera si le volume de la solution est de 500 ml? Donc là, avant de commencer à parler du précipité, vous devrez être capable là, assez rapidement de me vérifier si ça va précipiter ou non à partir de ce qu'on vient de faire le problème précédent. Donc, je vous laisse un petit 2 minutes. Allez vérifier que oui, bel et bien, il y aura précipitation. OK? Donc, let's go. Un petit 2 minutes. On se reparle la suite. Donc, si on fait la première étape ensemble, on a la même équation qu'on avait vue précédemment avec PBBR2 plus, donc nous donne PB2 plus 2 BR-. C'est vraiment plus difficile que ça a l'air de dire ça au doigt. Avec le KPS de 4.67, fait difficile à moins 6. Si on vient comparer, si on met ça dans le tableau pour aller vérifier si on a bel et bien un quotient réactionnel plus petit ou plus grand, donc nos valeurs initiales pour PB2+, c'est de 0.600. Donc, si on vient les souligner en couleur là, pour être certain de ne pas les mélanger, donc on a 0.600 de PbNO3 et on a 0.158 de NaBr. Donc, c'est bel et bien ce qu'on retrouve dans notre tableau. C'est une belle wave, ça, cette ligne-là. Donc, si on vient faire le calcul du quotient réactionnel, bon, ben, on a 0.600 fois 0.0158 au carré, parce qu'on a un coefficient de 2 pour le BR-, ce qui nous donne un 0.5 fois 10 à la moins 5. À ce moment-là, on a un quotient réactionnel qui est plus grand que la réaction. Ça veut donc dire que la réaction va aller vers les réactifs. Si la réaction va vers les réactifs, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans notre tableau, du côté des produits, on aurait un moins. Okay. Ce qui veut donc dire que mes ions vont aller
du côté des réactifs pour se transformer en solide. Puis si mes composés qui sont aqueux deviennent solides, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai précipitation. Donc, quand le quotient est plus grand que la constante, ça signifie qu'il va y avoir, attends une minute, peut-être que je mette un A, il va y avoir précipitation. Précipitation. Est-ce que ça va pour la première partie du problème? On est allé un petit peu plus vite parce que c'est la même chose qu'on venait de faire, là. Mais je vais quand même prendre le temps. Si vous avez des questions sur une des étapes, n'hésitez pas, s'il vous plaît. OK. Maintenant, pour ce qui est de la précipitation. Là, ce petit problème-là, quand on est rendu là, on a comme un petit problème, si on veut. C'est un petit peu plus difficile de le gérer parce que, oui, j'ai mes moins du côté des produits, pardon. Ce qui veut donc dire que j'aurais un plus du côté des réactifs, sauf que là, ben, si je viens mettre des moins X là-dedans, je vais me ramasser avec une équation du 3e degré. Puis, je ne sais pas pour vous autres, mais je ne pense pas que ça vous tente de résoudre une équation du 3e degré. Avez-vous vu ça en maths, comment résoudre une équation du 3e degré? Un AX3 plus BX2 plus CX plus D? Ou c'est pas quelque chose que vous avez vu? Non, je pense pas. Somehow, ça a décidé de... ça l'allumait ma série. Donc, étant donné qu'on n'a pas vu comment résoudre des équations du 3e degré, puis c'est pas l'objectif non plus du cours, là, faire ça, on va faire un petit tour de magie pour être capable de se simplifier la vie. Puis c'est quand même un tour de magie qui est très, très réaliste. Une approximation qu'on fait, un petit peu comme l'approximation du moins X qu'on peut négliger, mais c'est une approximation qui fonctionne très, très bien. Cette approximation-là, c'est qu'au lieu de traiter, une fois qu'on a considéré, une fois qu'on a confirmé que c'était bel et bien une précipitation, puis que la réaction allait du côté des réactifs, ce qu'on peut faire, c'est considérer notre précipitation comme une deuxième réaction, puis une réaction qui est directe. Donc, transformer le problème d'équilibre en un problème de stoichiométrie et se simplifier la vie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au lieu de considérer notre réaction comme étant PbBr2 donne mes deux ions, bien, on va considérer les réactions comme étant mes deux ions ensemble me donnent PbBr2 solide. Dans le fond, ça serait ce qu'on pourrait dire ma réaction de précipitation. Mes deux ions ensemble vont donner mon composé solide. Donc, réaction de précipitation. Et là, bon, mais ça, c'est un problème de stoichio bien facile, bien direct. Vous en avez fait des dizaines et des dizaines de problèmes comme ça dans votre vie. Fait qu'on va voir si on se rappelle un petit peu comment faire de la stoichio. Je vous laisse quelques minutes pour compléter ce problème-là. On se reparle dans 3 à 4 minutes.
On va compléter ça tranquillement. Des fois, ça fait un petit bout qu'on a fait de la Stoichio, fait que ça vaut la peine d'en reparler. Nos concentrations initiales, ce sont les mêmes qu'on avait dans le problème d'équilibre précédemment. C'est-à-dire qu'on a quand même 0.06 de PB2+, puis on a quand même 0.0158 de BR-. Cependant, qu'est-ce qui change dans notre petit tableau, qui n'est plus un tableau d'équilibre, c'est qu'on n'est plus rendu avec E, on est rendu avec F, parce que c'est notre valeur finale qu'on a ici, c'est pas une valeur à l'équilibre. L'autre chose qui est bien importante dans un problème de Stoichio, c'est d'aller identifier c'est lequel qui va être le réactif limitant. Dans ce cas-ci, notre réactif limitant, c'est notre BR-. Okay? C'est lui qui est présent en plus petite quantité, même si on tient compte du coefficient de 2, là, en fait, en tenant compte du coefficient de 2, c'est encore plus lui qui est le plus petit. Donc, une fois qu'on a considéré le limitant, bien, le limitant, c'est celui à la fin qui arrive à 0. Donc, c'est celui qui réagit au complet. Okay? Ce qui veut donc dire qu'on peut, on sait que le moins, c'est de ce côté-là. C'est ce qu'on avait dit précédemment. Oui, Farah? Ici, moi, au début, je transformais le mol par litre juste en mol avec le 500 ml. C'est correct? Tu pourrais faire ça, que tu le transformes au début ou à la fin, ça va arriver à la même chose. OK. Merci. De rien. Donc, celui qui va réagir au complet, c'est le BR-. Donc, on a moins 158 qui est ici. On a un ratio de 2 pour 1. Donc, il faut s'assurer de diviser par 2 notre valeur qui va réagir pour le PB2+. Il faut aussi s'assurer de faire la même chose pour le PB BR-. Oh, ma flèche, je l'avais mal anticipé. On va la refaire. Donc, on doit aussi diviser par 2 pour le PB BR2 parce qu'il y a un coefficient de 1 lui aussi. Et cette valeur-là, bon, c'est des moles par litre. Comme je viens de répondre à Farah pour la question, on pourrait tout de suite au début transformer notre valeur avec notre 0.5 litres, ou on pourrait à la fin le transformer, ça va revenir là, à la même chose dans tous les cas. Ensuite, une fois qu'on a notre concentration de PB et BR+, qui va précipiter, on peut transformer le tout en faisant la concentration fois le volume. Donc, ça nous donne une valeur de 0.0395 mol pour le tout. Est-ce que tu as encore la main levée, Farah, ou c'est la main de tantôt? Non, c'est la main de tantôt. C'est comme l'équivalent en classe, là, quand vous étirez, là, puis là, je vous demande, as-tu une question? Puis là, non, je m'étire. Là, c'est oublié d'enlever ton petit icône. Et une fois qu'on a le nombre de moles, on peut trouver la masse en utilisant la masse molaire. Ici, pour le PB-BR2, c'est de 367,01 pour une masse de précipité de 14,5 grammes. Fait que ça conclut notre matière. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Ouais, mais c'est comme bizarre comment le R, il y a comme un zéro qui disparaît dans le BR, dans le brom. Parce qu'au début, c'est 0,0158, puis ça fait moins 0,158. En effet, c'est pas mal bizarre. C'est ça, parce que moi, j'ai comme fait le calcul, puis j'ai eu 1,45, mais là, ça donne comme 14,5. Ouais. Ça, je pense que c'est juste comme 10 fois plus partout. Non, c'est ça, c'est juste moi qui ai fait un petit erreur. On va s'éditer ça. Ça va prendre 2 secondes. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, puis 0. Et voilà, comme si de rien n'était. 8 ans, 0.0158, 0.0079, 0079, 0.79, et voilà, 1.45 grammes. Merci, Brian. Ça conclut donc notre matière pour le cours de chimie des solutions. On a eu une fin de session un petit peu différente, mais bon, c'est ça pareil. Je vais arrêter l'enregistrement dès maintenant.